Janvier 2011. Bureau du secrétaire à la Défense, Pentagone, Washington. Robert Gates pose un stylo sur une feuille de papier. Une signature. 15 ans de travail, des milliers d'ingénieurs, 14 milliards de dollars, tout cela disparaît en 30 secondes. Dans les couloirs d'en bas, personne ne le sait encore. Ce n'est pas l'histoire d'un échec technique, c'est l'histoire d'un système qui ne sait pas s'arrêter. En 1995, le corps des Marines américains formule une exigence qui semble raisonnable sur le papier. Une machine capable de quitter un navire en mer, de traverser l'eau à grande vitesse, de toucher la plage et de combattre immédiatement comme un véhicule de combat d'infanterie. Les Marines avaient vieilli avec l'AAV-7, un engin amphibie conçu dans les années 60, lent comme une barge, vulnérable comme une boîte de conserve. Ils voulaient autre chose. Ils voulaient l'avenir. General Dynamics reçoit le contrat. Le programme s'appelle EFV, Expeditionary Fighting Vehicle, le véhicule du futur, celui qui allait révolutionner les débarquements amphibies pour le XXIe siècle. Le problème, personne n'avait vérifié si la physique était d'accord. Pour atteindre la vitesse requise sur l'eau, l'EFV devait planer à la surface comme un hors-bord. Cela exigeait une forme de coque spécifique, un système hydraulique complexe pour lever la proue et des moteurs tournant à pleine puissance en permanence. Sur l'eau, la machine consommait du carburant à un rythme catastrophique. À terre, ce même système hydraulique ajoutait du poids, de la complexité, des points de défaillance. Les ingénieurs le savaient dès les premières années. Les rapports internes le mentionnaient, les tests le confirmaient. Lors d'un essai en mer, l'EFV prend l'eau par la coque et coule. Pas métaphoriquement, physiquement. Les ingénieurs regardent, prennent des notes, rédigent un rapport. General Dynamics reçoit un nouveau contrat pour corriger le problème. Pendant ce temps, le prix unitaire grimpe. 3 millions de dollars au départ, puis 5, puis 8, puis 12, puis 16 millions de dollars par véhicule, soit 2 fois le prix d'un char Abrams, pour une machine qui n'existait toujours pas en version opérationnelle. L'absurdité tient dans un seul chiffre. Pendant les 15 ans que dure le programme EFV, les Marines américains participent à 2 guerres majeures, en Irak, en Afghanistan. Ils débarquent, combattent, meurent, à bord de l'AAV-7, le dinosaure des années 60 que l'EFV était censé remplacer. La machine du futur regarde les guerres du présent se dérouler sans elle. En 2010, le Congrès commence à poser des questions sérieuses. Les estimations du coût total du programme atteignent désormais plus de 30 milliards de dollars pour une flotte complète. Gates, qui a déjà annulé plusieurs programmes militaires jugés ingérables, reçoit les dossiers. Il lit, il signe. Le corps des Marines proteste. Des généraux témoignent devant le Congrès. Ils ont besoin de cette machine, disent-ils. Sans capacité amphibie moderne, les Marines perdent leur raison d'être stratégique. Ils n'ont pas tort sur le fond, mais ils défendent depuis des années un programme qui prend l'eau, au sens propre comme au sens figuré, et personne parmi eux n'a voulu être le premier à le dire. Gates annule le programme en janvier 2011, officiellement pour des raisons budgétaires. En réalité parce que l'EFV représente exactement ce que le Pentagone fait de pire, financer l'impossible jusqu'à ce que l'impossible devienne trop cher pour être ignoré. Aujourd'hui, les Marines américains utilisent toujours une version modernisée de l'AAV-7, la machine des années 60, celle que l'EFV devait remplacer il y a 30 ans. Et quelque part dans les archives du Pentagone, il existe un nouveau programme, un successeur à l'EFV, un véhicule amphibie pour le XXIe siècle. Est-ce que quelqu'un a vérifié si cette fois, il flotte une route de montagne au Yémen, quelque part en 2015? Un char Abrams s'arrête, le moteur tourne, la tourelle ne bouge pas. L'équipage ouvre la trappe, descend et s'éloigne à pied. Le char est intact, personne ne l'a touché. Il vaut 8 millions de dollars. Il est abandonné dans la poussière comme une voiture en panne sur le bord d'une autoroute. Ce n'est pas une exception, c'est une habitude. L'Abrams est peut-être le meilleur char de combat du monde. Ce n'est pas une opinion,
C'est le résultat de décennies de développement, de milliards investis, de leçons tirées de chaque conflit depuis 1981. Pendant la guerre du Golfe en 1991, les Abrams américains traversent les défenses irakiennes sans perdre une seule machine au feu ennemi. Pas une. Les équipages américains détruisent de centaines de chars soviétiques sans essuyer de pertes au combat. La réputation devient une légende. C'est cette légende que l'Arabie saoudite achète en 1994. Plus de 300 M1A2, livrés, formés, entretenus par des contractants américains. Le message politique est clair. Qui possède l'Abrams possède la supériorité blindée absolue au Moyen-Orient. Le Yémen n'a pas lu le message. En 2015, la coalition saoudienne intervient dans la guerre civile yéménite. Les Abrams sont déployés. Les Houthis les attendent avec des missiles anti-chars soviétiques et iraniens, des drones improvisés et une connaissance précise du terrain. Les vidéos commencent à apparaître en ligne. Un Abrams touché sur le flanc, la tourelle arrachée par la pression de l'explosion. Un autre, immobilisé dans un couloir urbain, cerné, incapable de tourner. Un troisième, abandonné en état de marche par un équipage qui a préféré fuir. Les analystes militaires du monde entier téléchargent ces vidéos comme du matériel pédagogique. En 2016, le Pentagone approuve une vente de 153 Abrams supplémentaires à l'Arabie saoudite. Dans le document officiel, une ligne discrète. 20 unités classifiées comme remplacement pour pertes au combat. C'est la seule reconnaissance officielle américaine que des Abrams saoudiens ont été détruits. 20 remplacements commandés. Ce qui implique au minimum autant de pertes, probablement davantage. Voici l'ironie centrale. L'Abrams n'a pas failli. C'est exactement la même machine qui avait écrasé l'armée irakienne en 4 jours en 1991. La différence n'est pas dans le char. Elle est dans l'homme qui le conduit, dans l'infanterie qui devrait le protéger, dans le commandant qui devrait l'engager au bon moment, au bon endroit. Un char seul dans un couloir de montagne, sans protection d'infanterie, n'est pas une arme. C'est une cible. L'armée américaine le sait depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a écrit des doctrines entières sur la combinaison des armes, sur l'infanterie et les blindés qui opèrent ensemble. Elle a vendu le char. Elle n'a pas pu vendre la doctrine. Ce que les États-Unis ont exporté au Yémen, c'est la partie visible de leur puissance militaire. La partie invisible, 20 ans d'entraînement, une culture institutionnelle du combat interarmes, des sous-officiers capables de prendre des décisions autonomes sous le feu, cette partie-là ne se livre pas avec les chars. Les Houthis, eux, n'avaient pas d'Abrams. Ils avaient quelque chose de différent. Des hommes qui connaissaient leur terrain mètre par mètre, qui avaient étudié comment l'ennemi se déplaçait et qui savaient exactement où frapper une machine de 66 tonnes pour la neutraliser. L'Abrams n'est pas le problème. L'Abrams est le révélateur. Combien de milliards faut-il vendre en armement avant de comprendre qu'une armée ne s'exporte pas? Washington, 1983. Une salle du Congrès américain. Un colonel de l'armée de l'air pose des photographies sur la table. Des Bradley en feu. Des Bradley éventrés lors de tests balistiques. Il explique calmement que le véhicule est un cercueil blindé, qu'il brûle trop facilement, que ses servants sont exposés, que l'armée américaine s'apprête à envoyer ses soldats au combat dans une machine fondamentalement défectueuse. Les généraux de l'armée de terre sont assis en face. Ils écoutent. Ils nient. Ce colonel s'appelle James Burton. Il ne cherche pas à détruire le Bradley. Il cherche à savoir la vérité. Ce sont deux choses très différentes, et à Washington, personne ne fait la différence. Le Bradley est né dans les années 60 d'une exigence simple. Un véhicule capable de transporter de l'infanterie au rythme d'un char Abrams tout en pouvant combattre. Ce que les ingénieurs livrent en 1981 est une machine bizarre, coincée entre deux définitions. Trop lourd pour être un transporteur léger. Pas assez blindé pour être un vrai véhicule de combat. Armé d'un canon de 25 mm et de missiles TOW, ce qui en fait accidentellement un chasseur de chars redoutable que personne n'avait vraiment planifié. Les tests de Burton révèlent que le Bradley brûle lors des tirs balistiques. Ce qu'il ne dit pas, ou ce que personne n'entend, c'est que l'équipage a le temps d'évacuer,
que la machine absorbe le tir pour protéger les hommes, que c'est précisément ce qu'elle est censée faire. Le Congrès retire les flammes, il oublie les survivants. Hollywood s'en mêle. En 1998, HBO diffuse Pentagon Wars, un film comique sur le développement chaotique du Bradley. Cary Elwes joue un général corrompu. Kelsey Grammer incarne un bureaucrate absurde. Le Bradley y est présenté comme le symbole de tout ce qui ne va pas dans l'acquisition militaire américaine. Le film sort 3 ans après que le Bradley a participé à une guerre réelle. Cette guerre, c'est la tempête du désert. 1991, Koweït et Irak. 2200 Bradley sont déployés. 3 sont perdus au feu ennemi. 3. Les équipages américains détruisent plus de véhicules blindés irakiens que les chars Abrams placés à leur côté. Pas selon une légende de corps de troupes, selon les décomptes officiels de l'armée américaine. Le chasseur de chars accidentel se révèle être le chasseur de chars le plus efficace du conflit. Burton avait raison sur les flammes. Il avait tort sur la conclusion. L'ironie la plus cruelle, les mêmes généraux qui avaient défendu le Bradley devant le Congrès n'avaient pas pleinement compris eux-mêmes ce qu'ils défendaient. Ils savaient que la machine fonctionnait. Ils ne savaient pas exactement pourquoi, ni à quel point. Ce n'est qu'en regardant les statistiques de destruction après la guerre que l'armée américaine comprend qu'elle possède, sans l'avoir cherché, l'un des meilleurs véhicules de combat d'infanterie au monde. Une machine conçue pour survivre dans un échange nucléaire européen contre des divisions soviétiques se retrouve dans le désert irakien à détruire des T-55 et des T-62 avec un canon automatique que les concepteurs avaient failli supprimer pour raisons budgétaires en 1977. Le Congrès avait failli tuer le Bradley. Les généraux l'avaient défendu sans vraiment le comprendre. Les ingénieurs avaient créé quelque chose qu'ils n'avaient pas entièrement prévu. Une machine unanimement condamnée par les experts avait sauvé des centaines de vies américaines dans une guerre que personne n'avait anticipée au moment de sa conception. Ce n'est pas une histoire de génie militaire, c'est une histoire de chance institutionnelle. La vraie question n'est pas pourquoi le Bradley a réussi. La vraie question est combien d'autres machines ont été tuées avant d'avoir la chance de prouver ce qu'elles valaient. Une base militaire aux Émirats arabes unis, quelque part dans les années 2010. Un technicien de Nexter, l'entreprise française qui fabrique Leclerc, descend d'un avion avec une valise d'outils. Il n'est pas militaire, il est ingénieur. Il vient réparer un char que l'armée émiratie n'arrive pas à maintenir en état de marche. Ce n'est pas sa première visite. Ce ne sera pas la dernière. Le Leclerc est officiellement le char le plus sophistiqué d'Europe occidentale. Sur le papier, il surpasse le Léopard 2 allemand en mobilité, le Challenger 2 britannique en électronique de tir et rivalise avec l'Abrams américain sur presque tous les critères. Il est le produit de 40 ans d'ingénierie française, de la doctrine blindée née des leçons amères de 1940, d'une volonté nationale de ne jamais dépendre de personne pour sa défense terrestre. En 1993, la France vend 386 Leclerc aux Émirats arabes unis. C'est le plus grand contrat d'exportation de l'histoire du char français. Des milliards d'euros. Une vitrine technologique pour le monde entier. La preuve que la France peut concevoir et exporter ce qu'il y a de mieux. Personne ne demande sérieusement ce qui arrive à un moteur européen quand le sable du désert s'y infiltre en permanence. Le Leclerc a été conçu pour le théâtre centre-européen. Des plaines allemandes, des forêts belges, un climat tempéré où la poussière reste au sol et où les températures ne font pas fondre les joints de dilatation. Son système de refroidissement, ses filtres à air, sa gestion thermique, tout cela est calibré pour un environnement précis. Cet environnement n'existe pas aux Émirats arabes unis. Le résultat est documenté dans plusieurs rapports militaires et analyses indépendantes. La disponibilité opérationnelle du Leclerc émirati atteint des niveaux catastrophiques sur certaines périodes. Moins d'un tiers de la flotte capable de sortir simultanément. Des pannes répétées sur les systèmes de propulsion. Des délais de maintenance incompatibles avec une posture de combat réelle. L'armée émirati, qui opère également des Abrams américains sur sa base, peut comparer directement. La comparaison n'est pas flatteuse pour Paris. Quand les Émirats interviennent militairement au Yémen, à partir de 2015, le Leclerc suit. Et là, les problèmes deviennent publics. Plusieurs machines sont perdues au combat. Les images circulent en ligne. Des vidéos montrent des Leclerc immobilisés, touchés par des missiles anti-chars.
Ce qui choque les analystes n'est pas qu'un char soit vulnérable aux missiles anti-chars modernes, tous le sont. Ce qui choque, c'est le contexte opérationnel dans lequel ces machines se retrouvent, sous-entretenues, sous-soutenues logistiquement, engagées dans un type de guerre urbaine et de guérilla pour lequel ils n'ont pas été conçus. La France avait vendu une solution pour une menace conventionnelle soviétique. Les Émirats se retrouvent dans une guerre irrégulière dans des conditions climatiques extrêmes. Il y a une ironie structurelle dans cette histoire. La France a refusé pendant des décennies de vendre ses technologies les plus sensibles à des pays dont elle ne contrôlait pas entièrement l'usage. Elle a négocié des clauses de maintenance, des contrats de formation, des accords de soutien technique. Elle a fait tout ce qu'un exportateur responsable est censé faire. Et malgré cela, le char s'est retrouvé dans une guerre que personne n'avait anticipée, dans des conditions que personne n'avait modélisées, avec des résultats que personne ne voulait voir. Les techniciens de Nexter continuent de faire le voyage. Les contrats de maintenance sont renouvelés. Paris discute de nouvelles versions améliorées du Leclerc pour l'export. Les brochures sont imprimées. Les salons d'armement approchent. Le sable, lui, n'a pas changé. Ce que la France n'a jamais officiellement reconnu, c'est la question fondamentale que pose le Yémen. Est-ce qu'un char, conçu pour défendre la forêt noire, peut honnêtement être vendu comme solution universelle pour n'importe quel théâtre d'opération sur la planète? Et si la réponse est non, qui est responsable de la différence entre ce qui est promis et ce qui est livré? Été 2006. Une colonne de Merkava entre dans un village du sud du Liban. Les équipages sont entraînés, expérimentés, confiants. Leur char est la fierté de l'industrie de défense israélienne, conçue dans ce pays, pour ce pays, avec une philosophie unique au monde, la vie de l'équipage avant tout. Derrière les murs de pierre, le Hezbollah les attend. Pas avec surprise, avec des notes de cours. Le Merkava n'est pas né dans un bureau d'études, il est né d'un traumatisme national. En octobre 1973, pendant la guerre du Kippour, Israël perd plus de 800 chars en 3 semaines. Des équipages brûlent dans leurs machines, des familles reçoivent des cercueils fermés. Le général Israël Tal, architecte de la doctrine blindée israélienne, tire une conclusion que personne d'autre n'avait osé formuler aussi clairement. Un char qui protège ses hommes vaut plus qu'un char qui détruit l'ennemi. Le moteur passe à l'arrière. L'espace libéré à l'avant devient un compartiment pour les munitions, et en cas d'urgence, pour des blessés ou de l'infanterie. Le Merkava est une philosophie autant qu'une machine. Cette philosophie fonctionne. En 1982, au Liban déjà, le Merkava fait ses preuves contre des chars syriens et des missiles anti-chars. En 1991, en 1996, lors de chaque opération à Gaza, la machine absorbe les coups et ramène ses équipages vivants. La réputation devient un dogme. Le Merkava est invincible. Israël le croit, ses ennemis le savent. Et le Hezbollah décide d'y remédier, méthodiquement. Entre 2000 et 2006, pendant qu'Israël concentre ses investissements sur son armée de l'air et ses capacités de renseignement, le Hezbollah étudie. Il reçoit des missiles Kornet russes, des armes anti-chars à guidage laser capables de percer le blindage frontal de presque n'importe quel char moderne. Il prépare des positions défensives dans le sud du Liban pendant 6 ans. Il cartographie les routes que l'armée israélienne utilisera. Il s'entraîne spécifiquement contre des cibles blindées. La commission Winograd, chargée d'analyser la guerre après les faits, révèle un détail stupéfiant. L'armée de terre israélienne n'avait pas conduit d'exercice blindé à grande échelle depuis plusieurs années avant le conflit. Les budgets allaient ailleurs. Les réservistes appelés en juillet 2006 reçoivent des mises à jour tactiques qu'ils lisent pour la première fois, sur le chemin du front. Les chiffres officiels du commandement nord israélien sont précis. 370 chars déployés, 52 touchés par le feu ennemi, 21 suffisamment endommagés pour être retirés du combat, 5 détruits sans recours, 23 tankistes tués. Ce ne sont pas des pertes catastrophiques en termes absolus, mais pour un pays qui avait construit son identité militaire sur l'image d'un blindé invulnérable, chaque image d'un Merkava en flammes diffusée sur les chaînes du monde entier est une défaite stratégique qui dépasse largement le bilan tactique.
Le général Dan Halutz, chef d'état-major pendant la guerre, est le premier aviateur à occuper ce poste dans l'histoire d'Israël. Il croit profondément que l'aviation peut résoudre le problème du Hezbollah sans engagement terrestre massif. Pendant les premières semaines, il retarde l'offensive au sol. Quand elle vient enfin, les chars entrent dans un terrain que le Hezbollah a eu des semaines supplémentaires pour préparer. Halutz démissionne en janvier 2007. Ce que 2006 démontre n'est pas que le Merkava est un mauvais char. Les données le prouvent. Le Mark IV en particulier résiste remarquablement aux impacts. 18 hits de cornettes sur des Mark IV, un seul détruit. La machine de Tal tient ses promesses de protection. Ce qui échoue, c'est la doctrine autour de la machine. Un char, seul, sans infanterie pour neutraliser les tireurs de missiles, sans appui aérien coordonné, sans surprise tactique, contre un ennemi qui a passé 6 ans à planifier exactement cette rencontre. Ce char devient une cible, quelle que soit la qualité de son blindage. Le Hezbollah n'a pas vaincu le Merkava. Il a vaincu la certitude israélienne que la prochaine guerre ressemblerait aux précédentes. Cette certitude, combien d'armées dans le monde la partagent encore aujourd'hui? Juin 1940. Un atelier du département des travaux publics à Temuka, Nouvelle-Zélande. Des ouvriers soudent des plaques de métal ondulées sur le châssis d'un tracteur Caterpillar D8. Ils n'ont pas de plan. Ils travaillent depuis une carte postale américaine représentant un tracteur blindé. L'opération n'est pas ingénieur, il n'est pas militaire. Il est ministre des Travaux publics. Il s'appelle Robert Semple. Et il est absolument convaincu de sauver son pays. La Nouvelle-Zélande de 1940 est une nation de moins de 2 millions d'habitants, isolée au bout du monde, dont la seule force blindée se résume à 6 Bren Carriers. 6. Pour défendre 2 îles contre un empire japonais qui vient d'engloutir une bonne partie du Pacifique. La Grande-Bretagne a clairement fait savoir qu'elle n'enverrait rien. Elle a ses propres problèmes depuis Dunkerque. L'Australie n'a rien à donner. L'Amérique n'est pas encore entrée en guerre. Robert Semple regarde les tracteurs Caterpillar D8 du département des travaux publics. Il y en a 81 disponibles. Il voit des chars. Ce que Semple ne voit pas, parce qu'il n'a aucune formation pour le voir, c'est que transformer un tracteur de chantier en véhicule de combat est une idée fondamentalement différente de construire un char. Un char est une intégration complexe de mobilité, protection et puissance de feu, optimisée sur des années par des ingénieurs spécialisés. Un tracteur blindé est un tracteur avec du métal autour. La différence entre les deux se mesure en centimètres de blindage, en degrés d'inclinaison des plaques, en millimètres de jeu dans la transmission. La machine produite à Temuka pèse entre 20 et 25 tonnes, soit le poids d'un char moyen de l'époque. Mais un char moyen de l'époque a une suspension conçue pour ce poids. Le D8, non. Le résultat vibre dangereusement sur terrain accidenté, au point de rendre la visée impossible. La vitesse maximale atteint à peine 10 km/h. Pour changer de vitesse, le conducteur doit immobiliser complètement la machine. Immobiliser un char au combat est une invitation à mourir. L'armement n'est pas plus rassurant. Faute de canons disponibles, le Bob Semple Tank est équipé de 7 mitrailleuses Bren de 7,62 mm, réparties sur les flancs et à l'avant. Les servants doivent s'allonger sur une plateforme rembourrée d'un matelas pour atteindre leur position de tir. Un matelas, à l'intérieur d'un char, en guerre. 3 machines sont construites. La première à Temuka, en juin 1940, les 2 suivantes à Addington, début 1941. Le coût total, 10 225 livres sterling. L'armée n'en paiera que 3 414, peut-être parce qu'elle sait déjà ce qu'elle pense du résultat. Les essais à Burnham Camp, en décembre 1940, sont sans appel. La machine roule. Elle ne combat pas. L'armée rédige ses conclusions en termes polis, mais le sens est clair. Ce véhicule n'a aucune valeur militaire réelle dans un engagement contre des forces japonaises équipées de chars et d'artillerie anti-chars. Pendant ce temps, les journaux néo-zélandais publient des photographies enthousiastes. Le Bob Semple Tank fait le tour des villes. Christchurch, Auckland, accueilli par des foules qui voient dans cette machine grotesque un symbole de la détermination nationale. 2 réalités coexistent sans jamais se croiser. La fierté civile et le rejet militaire silencieux. Semple lui-même ne recule pas.
Quand un journaliste se moque publiquement de son invention, il répond avec une phrase qui résume toute sa philosophie. Il dit qu'il avait la vision d'essayer quelque chose pendant que les autres se contentaient de se plaindre. Ce n'est pas la réponse d'un homme qui doute. C'est la réponse d'un homme qui ne comprend pas ce qu'il a construit. Le Japon n'a jamais envahi la Nouvelle-Zélande. Les 3 Bob Sample Tanks ont été démontés et reconvertis en tracteurs. Ils n'ont jamais tiré un seul coup de feu au combat. Ce qui reste, c'est une question que Sample n'a jamais posée. À quel moment le courage de faire quelque chose devient-il plus dangereux que l'honnêteté de reconnaître qu'on ne sait pas comment le faire? Avril 1945. Le polygone d'essai de Kummersdorf, à 40 km au sud de Berlin. Des soldats soviétiques avancent entre les bâtiments abandonnés. Ils trouvent 2 masses d'acier immobiles dans un hangar. Chacune pèse 188 tonnes. Aucune n'a de moteur en état de marche. Aucune n'a jamais combattu. Les soldats tournent autour en silence. Quelqu'un prend une photo. Ce sont les seuls exemplaires construits du char le plus lourd de l'histoire. Ils sont là depuis des mois. Ils n'ont nulle part où aller. L'histoire du Maus commence en 1942 avec une certitude absolue et une question interdite. La certitude, Adolf Hitler veut un char invulnérable. Pas un char difficile à détruire, un char que rien ne peut arrêter. La question interdite, est-ce physiquement possible? Personne autour de lui ne pose cette question à voix haute. Ferdinand Porsche, qui reçoit la commande, est l'un des rares ingénieurs allemands en position de le faire. Il est l'ami personnel du Führer. Il a conçu la Volkswagen sur sa demande. Il a accès direct, sans filtre bureaucratique. Et il ne dit rien. Porsche n'est pas un lâche. C'est un homme qui croit profondément en sa propre capacité à résoudre n'importe quel problème technique. Quand Hitler demande un char de 100 tonnes, Porsche commence à calculer. Quand Hitler demande plus de blindage, Porsche adapte. Quand le poids grimpe à 150 tonnes, puis à 188, Porsche continue. Il existe dans tout système autoritaire un mécanisme particulièrement destructeur. L'expert qui se convainc que sa compétence peut compenser l'impossibilité de la commande. Porsche en est le cas d'école. Le résultat est une machine qui défie méthodiquement toute logique opérationnelle. 188 tonnes signifie que tous les ponts d'Europe centrale s'effondrent sous son poids. Leur capacité maximale est très inférieure. La solution prévue, le Maus traverserait les rivières en marchant sur le fond, alimenté en air par un tuyau relié à un deuxième Maus resté sur la berge. Cette procédure prendrait des heures. Elle immobiliserait 2 chars pour en faire traverser un seul. Elle suppose que l'ennemi attende poliment. Albert Speer, ministre de l'Armement, comprend l'absurdité avant tout le monde. Il ne peut pas contredire Hitler frontalement. Personne ne le fait et ne survit politiquement. Il utilise une autre méthode. Il réduit discrètement les allocations d'acier pour les projets surnuméraires. Il ne supprime pas le Maus. Il l'affame lentement. Les 2 prototypes sont construits mais sans motorisation complète. Les essais sont partiels. La production en série n'est jamais lancée. Le premier prototype roule pour la première fois en décembre 1943. Sans tourelle, sans armement, avec un moteur provisoire. Il atteint une vitesse maximale de 20 km/h. Sa consommation de carburant à cette vitesse est si élevée que son rayon d'action opérationnel est mesuré en dizaines de kilomètres. Une offensive blindée se mesure en centaines. Les ingénieurs écrivent leurs rapports. Hitler reçoit des résumés optimistes. Ce sont 2 documents différents. En 1944, pendant que des milliers de Panzer IV et de Panthers combattent sur le front de l'Est, les 2 Maus restent sur leur polygone. Ils ne peuvent pas rejoindre le front. Les trains ne supportent pas leur poids sans infrastructure spécialisée. Ils ne peuvent pas traverser les rivières sans procédure d'immersion. Ils ne peuvent pas avancer rapidement sans vider leur réservoir. La Wehrmacht se bat avec ce qu'elle a. Le Maus regarde. Quand les Soviétiques approchent de Kummersdorf en avril 1945, les Allemands font sauter le premier prototype. Le second est endommagé, mais récupérable. Des ingénieurs soviétiques arrivent, examinent les 2 épaves et font quelque chose que personne n'avait encore réussi. Ils assemblent un Maus fonctionnel à partir des pièces des 2.
La machine roule pour la première et dernière fois sous pavillon soviétique. Ce Maus unique est aujourd'hui au musée de Koubinka, près de Moscou. Il est la seule preuve physique que le projet a existé. Le char que Hitler avait commandé pour garantir la victoire de l'Allemagne n'a roulé qu'une fois, sous le drapeau de l'ennemi qu'il devait écraser. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Un ingénieur qui dit oui à l'impossible ou un système qui rend impossible de dire non? Mai 1982. Le pont d'un navire de transport britannique dans l'Atlantique Sud. 4 Scorpions et 4 Scimitars sont arrimés sous des bâches. Les équipages traversent sur un autre bâtiment. La distance depuis Portsmouth, 13 000 km. La destination, 2 îles balayées par le vent austral, recouvertes de tourbières, sans route praticable, sans infrastructure logistique, sans un seul dépôt de carburant militaire. Un officier du Blues and Royals regarde la carte. Il sait que ces machines pèsent 7,8 tonnes chacune. Il sait aussi que la pression au sol du Scorpion est inférieure à celle d'un homme qui marche. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de la journée. Margaret Thatcher a pris la décision en 48 heures. L'Argentine a envahi les Malouines le 2 avril 1982. Le cabinet britannique se réunit, la flotte part. La question de savoir si une guerre blindée est possible sur des tourbières subantarctiques à 13 000 km de toute base logistique n'est pas la première posée. Elle n'est peut-être pas posée du tout. Le Scorpion est choisi par défaut. C'est la machine blindée la plus légère de l'armée britannique. Tout ce qui pèse davantage s'enfonce dans la tourbe des Malouines avant d'avoir parcouru 100 mètres. Les Argentins ont déployé des Panhard AML-90, des blindés à roues de fabrication française armés d'un canon de 90 mm. Ces véhicules restent à Port Stanley pendant toute la guerre. Pas à cause de la peur, à cause de la boue. Les roues ne passent pas. Le Scorpion à chenilles, lui, passe, à condition que le conducteur soit expérimenté et que l'équipe dispose de cordes de récupération cinétique pour les moments où même les chenilles ne suffisent pas. Ces moments arrivent régulièrement. La logistique du carburant est une étude de cas en absurdité militaire consentie. Les Malouines n'ont pas de réseau routier militaire. Acheminer du carburant vers des blindés dispersés sur des tourbières sans route exige des rotations d'hélicoptères, le moyen de transport le plus coûteux qui existe dans un dispositif militaire. Un seul Chinook est disponible dans le théâtre après qu'un autre est perdu avec l'Atlantic Conveyor coulé par un missile Exocet. Ce Chinook transporte des munitions, des blessés, du matériel essentiel. Il transporte aussi du carburant pour des chars dont la contribution au combat se mesure en quelques engagements précis. Ces engagements sont réels et documentés. Dans la nuit du 11 au 12 juin, les Scorpions soutiennent l'assaut sur le mont Longdon. Le 13 juin, ils appuient les Scots Guards sur le mont Tumbledown. Leurs canons de 76 mm et leur vitesse relative leur permettent d'engager des positions argentines avec précision, de surprendre des défenseurs qui n'attendent pas de blindés dans ce terrain. Un Scorpion est mis hors de combat par une mine anti-char. Il est le seul blindé britannique perdu pendant le conflit. L'équipage survit. L'ironie structurelle de toute cette opération tient dans une symétrie parfaite. Les Argentins avaient des blindés roues plus puissants sur le papier. Ils sont restés au garage parce que le terrain ne les laissait pas avancer. Les Britanniques avaient des blindés chenilles plus légers et moins puissants. Ils ont avancé parce que leur pression au sol était calculée précisément pour ne pas enfoncer les sols meubles. La victoire blindée aux Malouines appartient à celui qui avait la machine la moins impressionnante, mais la plus adaptée. Ce que personne ne calcule officiellement, c'est le ratio entre le coût total de l'opération blindée, transport, maintenance, carburant litroyer, soutien logistique sur 13 000 km, et son effet militaire réel dans un conflit gagné principalement par l'infanterie à pied, dans le froid et la boue. Les Scorpions ont contribué. Ils n'ont pas été décisifs. La guerre aurait probablement le même résultat sans eux. Mais voilà ce que cette histoire révèle vraiment. Envoyer des blindés aux Malouines n'était pas uniquement une décision militaire, c'était un signal. À l'Argentine, aux Alliés, à l'opinion publique britannique. Les chars disent quelque chose que les soldats à pied ne disent pas. Ils disent que le pays est sérieux, que la réponse est totale, que reculer n'est pas une option. Le Scorpion en Malouines n'est peut-être pas l'arme qui a gagné la guerre. Il est peut-être le symbole qui a rendu la guerre politiquement possible.
Ce qui soulève une question que les états-majors préfèrent ne pas poser. Combien de décisions d'engagement de blindés dans l'histoire ont été prises pour des raisons militaires et combien pour des raisons de signal politique? Kummersdorf, 1945. Kubinka, aujourd'hui. Un mouse derrière une vitre. 188 tonnes d'acier immobile, la seule preuve physique qu'un homme peut convaincre tout un système industriel de construire l'impossible si personne n'ose dire non. Les visiteurs le photographient. Il sourit. Il pense que c'est une histoire du passé. Ce n'est pas une histoire du passé. Chaque machine de cette série obéit au même mécanisme. Pas la malchance, pas l'incompétence isolée. Un mécanisme précis, reproductible, universel. Une certitude initiale qui ferme les questions, une institution qui n'a pas les outils pour se contredire, et une réalité extérieure qui finit par présenter la facture. Hitler est certain qu'un char assez lourd est invulnérable. Personne ne lui dit que les ponts s'effondrent. Le Pentagone est certain que l'EFV peut planer sur l'eau et combattre à terre. 15 ans et 14 milliards de dollars plus tard, la machine coule encore. La France est certaine que le Leclerc est le meilleur char d'Europe. Elle a raison, pour l'Europe. Le sable des Émirats n'a pas lu les brochures. Israël est certain que le Merkava rend ses équipages invulnérables. Le Hezbollah passe 6 ans à étudier exactement où frapper pour que cette certitude devienne un piège. La certitude n'est pas le problème en elle-même. Sans certitude, on ne construit rien. Le problème, c'est la certitude qui survit au contact de la réalité parce que personne dans le système n'a intérêt à la remettre en cause. Robert Semple construit un char depuis une carte postale parce qu'il a la certitude que faire quelque chose vaut mieux que ne rien faire. Il a partiellement raison. Sa machine remonte le moral d'une population terrifiée. Il a complètement tort sur le plan militaire. Ces deux vérités coexistent sans se contredire, et c'est précisément ce qui rend l'histoire difficile à juger simplement. Le Bradley inverse la proposition. Tout le monde est certain qu'il est un échec. Cette certitude collective est aussi fausse que toutes les autres. La machine qui devait être enterrée par le Congrès américain détruit plus de blindés ennemis que le char qu'elle était censée accompagner. Ce que ces 8 histoires démontrent ensemble, c'est que le problème n'est jamais la machine. La machine est toujours le révélateur. Elle révèle la doctrine qui l'a produite, les intérêts qui l'ont financée, les hypothèses qui n'ont jamais été questionnées, l'ennemi qui n'a pas été consulté sur ses propres plans. Un Abrams saoudien abandonné dans la poussière yéménite ne dit pas que l'Abrams est mauvais. Il dit que vendre une machine sans vendre la doctrine qui l'a fait fonctionner est une fiction commerciale qui se paie en vies humaines. Un scorpion élytroïé à 13 000 km de sa base ne dit pas que le scorpion est inutile. Il dit que les décisions d'engagement militaire obéissent parfois à une logique politique qui n'a rien à voir avec l'efficacité opérationnelle. Le vrai coût de ces machines n'est pas dans les chiffres des contrats. 14 milliards pour l'EFV, des milliards pour le Leclerc émirati, des dizaines de millions pour le MOS qui n'a jamais combattu. Ces chiffres sont saisissants, mais ils sont secondaires. Le vrai coût, c'est ce que ces échecs révèlent sur la capacité des institutions militaires à se regarder honnêtement dans un miroir. Aujourd'hui, le Pentagone finance un successeur à l'EFV. De nouveaux contrats sont signés, de nouvelles brochures sont imprimées. Quelque part, un ingénieur travaille sur un système qui devra simultanément flotter, nager, rouler et combattre, parce que c'est ce que les Marines demandent depuis 1995. Quelque part, un ministre signe un contrat d'exportation pour une machine conçue pour un théâtre et vendue pour un autre. Quelque part, une armée achète le symbole de la puissance d'un autre pays en espérant que le symbole suffira. Le mécanisme tourne. Il a toujours tourné. La seule chose qui change, c'est le nom de la machine. Si cette série vous a appris quelque chose, appuyez sur le bouton like. Ça coûte moins cher que le FV et ça fonctionne du premier coup. Et maintenant, une question pour les commentaires. Laquelle de ces 8 machines vous semble être le plus grand gaspillage? Et pourquoi? Le MOS qu'un dictateur a imposé à ses ingénieurs? L'EFV que personne n'a osé arrêter pendant 15 ans? Ou le Leclerc vendu avec des promesses que le désert a démenties? Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous voulez continuer à explorer ces histoires où la technologie militaire révèle quelque chose de plus grand qu'elle-même, abonnez-vous.
La prochaine fois, nous allons parler d'un char qui a remporté tous ses combats, été salué par ses équipages, redouté par ses ennemis, et qui a quand même failli détruire l'armée qu'il utilisait. Pas à cause d'une bombe, à cause d'une décision prise dans un bureau à 1000 km du front.